tous les jours. Je suis sur mon vélo, je suis obligé de me servir de mes jambes pour rejoindre mon job. J'ai de la chance, il fait beau pour l'instant, mais le mauvais temps va très vite arriver. Je crois que ça me prend la tête. Depuis 3 mois, Yvon est condamné à se muscler les cuisses pour aller travailler. Même si c'est un inconditionnel de la petite reine, cet électronicien aimerait faire le trajet dans la Mégane coupée qu'il s'est offert. Une voiture d'occasion comme celle-ci, payée 16 000 €. C'était apparemment une bonne affaire, et pourtant. Cette voiture, dès que je l'ai vue, elle était superbe. Elle sentait le neuf, 1500 km. Je ne m'attendais pas à me retrouver dans une situation comme ça. Pour l'instant, elle est dans un garage, elle est démontée, immobilisée par la gendarmerie, voilà. Donc, elle n'est pas roulante. Immobilisé d'urgence, car sa belle voiture d'occasion était en réalité un cercueil roulant. Je me suis fait arnaquer par des professionnels de l'automobile. On a d'ailleurs acheté une voiture en toute confiance. Et là, je suis écœuré parce que je me suis fait avoir dans les grandes longueurs. Mais c'était vraiment bien fait parce que j'ai vraiment rien vu venir. Comme des milliers de Français, Yvon est une victime de l'arnaque aux épaves roulantes. Souvenez-vous, un premier scandale éclate en 2015. 5000 voitures d'occasion gravement accidentées et mal réparées sont revendues par des garagistes sans scrupules avec la complicité d'experts véreux. En 2017, nouvelle affaire. Grosse enquête sur une énorme arnaque aux épaves de voitures maquillées et revendues frauduleusement. Des experts escrocs et des garagistes ont été interpellés. Des milliers de voitures, en fait dangereuses, ont été revendues à des particuliers. Ce type d'arnaque a déjà fait un mort, un jeune homme de 19 ans. Le train arrière de sa Clio mal soudé lui a fait perdre le contrôle de sa voiture dans un virage. Nous avons voulu savoir s'il était encore possible en France d'acheter et rouler en toute sécurité dans une voiture d'occasion. Rien n'est moins sûr. Notre enquête révèle comment certains experts, garagistes, contrôleurs techniques et même des voleurs de voitures remettent en circulation des milliers de véhicules dangereux chaque année. À Mency, en Essonne, ce cabinet d'expertise automobile est réquisitionné par la gendarmerie. En civil, l'adjudant-chef Pascal Desclos. Depuis 9 mois, il mène l'enquête sur un vaste trafic d'épaves roulantes. Le gendarme a convoqué plusieurs propriétaires afin d'ausculter leurs véhicules. Chacun arrive un peu tendu. Oups! Et ils ont raison. Tu as la carte grise, Fabien? Alison a acheté sa voiture d'occasion il y a 2 ans, en toute confiance, chez un garagiste qu'elle connaît bien. On vous garde les clés? On y va? Pascal Desclos soupçonne que la belle carrosserie cache une épave roulante. C'est un peu impressionnant sur le coup comme ça, mais ouais. Après, derrière, on travaille que pour vous. Moi, mon boulot, c'est vous. Le reste, voilà. Je vais vous présenter quand même votre véhicule, si vous pouvez venir. Vous l'avez acheté combien, votre voiture? 4 500 €. D'accord. Donc, votre véhicule a eu un accident en 2016. D'accord. Oui, ça... Alors, faut pas vous effrayer. Ça se trouve, c'est bien réparé, hein. Je vais vous montrer quand même les photos de votre véhicule avant que vous l'ayez acheté. Voilà. Donc, il a quand même un beau choc. Donc ça, vous voyez, c'est quand même un beau choc avant, qu'on appelle ça. D'accord. Je m'attendais pas à ça, en fait. On vous l'avait dit que cette voiture était accidentée? Non. Non, on m'a rien dit du tout. D'accord. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vérifier que cette voiture est bien réparée ou pas, et si potentiellement elle n'est pas dangereuse. Elle se le sera ou elle ne le sera pas, je ne sais pas dire. Pierre-Yves Debuine est expert automobile. Il va tester la voiture avec le père de la jeune femme. Il commence par un essai routier. Donc l'idée, c'est de voir un petit peu comment la voiture elle va se comporter sur la route. Donc là, on va faire un essai de freinage. Donc on va monter dans les régimes pour voir comment les vitesses elles passent. Et puis on y va.
Donc tenez-vous. Bon, voiture qui tire un petit peu à droite, mais c'est pas méchant. On va faire un test de dévitement. Là encore, pas de problème. Les amortisseurs collent bien à la route. Un quart d'heure de maltraitance plus tard, la voiture fait bonne impression. Voilà, donc principalement, bon, on a le freinage qui effectivement a été sollicité, mais dans la globalité, ça s'est bien passé. Voilà. À première vue, les réparations semblent avoir été réalisées dans les règles de l'art. Mais une fois désossées, c'est une autre histoire. Sous le siège arrière, l'expert fait une étonnante découverte. Le garagiste a pris quelques libertés avec les règles de sécurité. Pour changer cette pièce, normalement, on doit déposer le réservoir qu'on verra en dessous. Lui, effectivement, pour gagner du temps, quitte à effectivement passer outre l'aspect sécuritaire, ben, il s'est dit c'est pas un problème, pour le changer, je vais décider de découper l'ensemble du plancher de la voiture. D'accord? Sauf que quelque part, la rigidité de la voiture, ayant effectivement un trou fait dans le plancher, fait qu'en choc latéral, comme c'est effectivement plus autant rigide, bah, l'énergie va être transférée aux occupants. C'est de l'inconscience de faire un truc pareil, quoi. Si le réparateur est capable de faire ça, comment les travaux ont été réalisés? C'est ça la question qu'on peut poser, la vraie question. Qui m'inquiète, s'il fait du boulot comme ça, comment il a réparé une voiture accidentée comme elle était accidentée, quoi. Au moindre accident violent, les passagers arrière risqueraient donc de graves blessures. Et ce n'est pas fini. En examinant l'avant de la voiture, Pierre-Yves de Buyne découvre d'autres réparations fantaisistes. Alors, madame, si vous voulez venir voir. Madame, s'il vous plaît. Donc, je vous fais voir avec une lampe. Là, on arrive sur des pièces de structure. Oui. Vous voyez, ici, à cet endroit-là, cette pièce-là n'est plus reliée à l'autre. Oui, je vois bien. C'est-à-dire que l'aile, qui est fixée sur le côté de la voiture, n'est plus assemblée avec l'avant de la voiture. Elle est séparée. Et la conséquence? C'est-à-dire que la structure de la voiture, normalement, doit faire un bloc. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la partie qui tient l'aile n'est plus reliée à l'ensemble de l'avant de la voiture. D'accord. Donc elle s'écrase plus. Mon Dieu. Les voitures sont conçues pour absorber les chocs. En cas de collision, celle d'Allison se serait pliée comme une vulgaire boîte de conserve. Je me dis qu'en 2 ans, j'ai eu de la chance de ne pas avoir d'accident, quoi. Alors, je sais qu'on ne vous apprend pas des bonnes nouvelles, mais on est tous contents, c'est qu'aujourd'hui, c'est rien passé. Oui. Donc c'est le côté positif. Mais on vous sera là pour vous accompagner. On va aller voir. D'accord? Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'on vous a sauvé la vie. Voilà. Voilà, moi, je bosse pour vous. Voilà. Ça fera pas de... J'ai cru des gens dans ma voiture, j'aurais pu tuer. Mais ce qu'il faut vous dire, voilà, on vous a sauvé. Pascal Desclos est obligé de retirer la voiture de la circulation. Il autorise juste la jeune femme à rentrer chez elle. Mais après, il lui sera interdit de s'en servir et de la vendre. Dans 300 mètres, au rond-point, tournez à gauche. Allison est aide médicale pour enfants handicapés. Elle avait mis toutes ses économies dans cette voiture. J'ai pas les moyens de faire un crédit, quoi. Avec un salaire de 1 270 € par mois, c'est des économies sur 4 ans. 4 ans à essayer de mettre un petit peu d'argent de côté tous les mois pour pouvoir me payer cette voiture. Allison est d'autant plus écœurée qu'elle est obligée de continuer à payer son assurance jusqu'à ce que sa voiture parte à la casse. En colère, père et fille sont bien décidés à demander des comptes au garagiste qui leur a vendu la voiture. Lui pète pas la gueule, ça sert à rien. Hein. Allison espère bien se faire rembourser les 4 500 € que lui ont coûté son véhicule il y a 2 ans. Bonjour, vous savez pourquoi je viens? Non. Alors je vous explique, j'ai été convoquée par la gendarmerie nationale, je sors d'une expertise
qui me dit que ma voiture est épave, que je ne peux plus circuler avec. De toute manière, comme je vous ai dit, chez moi, c'est satisfait pour rembourser. Il y a quoi que ce soit, je vous la rembourse la manette. D'accord. Il n'y a pas de souci. D'accord. Je vous l'ai dit dès le départ et je ne change pas. Chez moi, c'est comme ça, c'est pas autrement. D'accord. Donc, il n'y a pas de souci. Vous me la ramenez, je vous la rembourse. Non, mais moi, je veux être remboursée tout de suite. Vous m'avez foutu dans... Mais je vais vous la rembourser, mais... Le garagiste n'est pas surpris. Les gendarmes l'ont déjà averti qu'il serait entendu dans cette affaire. Pendant 2 ans, j'aurais pu avoir un accident et mourir. C'est vrai, hein. C'est vrai. Mourir et faire tuer les gens de mes passagers. Oh, Il a fait voir. Ça se trouve, ça n'a pas été peut-être fait chez nous. Attention, qu'on soit clair. Si ça se trouve, tout n'a pas été fait ici. C'est ça le souci. Mais le véhicule, il sort de chez moi, je m'en porte garant. OK? Donc, il n'y a pas de souci. Moi, je vous fais l'huile chèque, 4 500 €. Et la carte grise à la dent. Non. Oui, C'est vous qui avez fait les réparations. c'est moi qui ai peut-être... Attendez, La moi, je vais voiture, la vous l'avez sortir. récupérée accidentée, vous avez fait des réparations. Oui, c'est un véhicule que j'ai repris accidenté, je vous Ah. C'est vrai, Ah, mais c'est vrai. quand on l'a acheté, vous ne l'avez pas dit, c'est pour ça. Vous ne l'avez pas dit qu'elle était Mais accidentée. elle était La gamine, pas- on l'a avec. Ouais, mais attention, elle n'était pas broyée, la bagnole, hein, qu'on soit d'accord. On a vu les photos. On a vu les photos. Les photos, j'ai pas pu les prendre en photo parce que c'est Mais- une enquête en bon, cours. De toute manière, moi je vous fais Tout votre l'avant, chèque, on se prend pas la tête, ok? Et suite à ça, moi je vais voir avec eux, de toute manière Ouais. ils vont me convoquer, donc il n'y a pas de souci, je pense, d'accord? ouais. Voilà, Ok. excusez-moi pour le désagrément, ça en jambe, mais voilà, on n'y est pour rien non plus. Hein. Mais il y a plus incroyable dans cette histoire. Comme le garagiste a remboursé intégralement Alison, il ne risque plus aucune poursuite judiciaire pour escroquerie. Alors, qui sanctionner? Eh bien, il y en a un qui aurait dû se rendre compte du mauvais travail effectué par le garagiste. Un homme chargé par l'État de contrôler les travaux des mécaniciens. Lorsqu'un garagiste décide de réparer un véhicule accidenté dans le but de le revendre, la loi l'oblige à payer un expert automobile. Cet expert est chargé de contrôler la qualité du travail du garagiste. Il doit effectuer au minimum 3 visites de contrôle, avant, pendant et après les réparations. Une fois le véhicule correctement remis en état, l'expert autorise sa remise en circulation. Le garagiste peut alors vendre le véhicule. Une procédure qui permet d'éviter que des épaves roulantes circulent sur nos routes, à condition que l'expert fasse correctement son travail. Et justement, c'est un seul et même expert qui a remis en circulation toutes les voitures passées au crible par les gendarmes. Regardez, on a une rotule qui fait que la roue ne tient plus. Sa conséquence, c'est qu'à un moment donné, la rotule va sortir et la roue va s'arracher. Ah, là, on peut dire que vous êtes dans un cercueil roulant. J'appelle pas ça une voiture, moi, ça s'appelle ça un cercueil. Le gendarme Pascal Desclos est atterré. Comment cet expert a-t-il autorisé des voitures aussi dangereuses à reprendre la route? Cette 206 est peut-être la pire de toutes. Ok. On a le train arrière qui se balade par rapport à la caisse qui fait ça. D'accord? Pourquoi? Il n'est pas fixé. Ouais. De toute façon, votre radiateur, il va bientôt tomber. Hein. À cet endroit-là, l'aile n'est pas soudée. Ça tient même pas. Alors, je résume. Plancher de la voiture, plié. Passage de roue, plié. Aile, partiellement soudée. Le mieux pour vous, ça sera de la mettre à la poubelle. Hein. On va dans des garages exprès pour pas acheter de particulier à particulier, on n'a pas de suivi. Là, on se dit garagiste suivi, et puis au final, on se rend compte que non. Donc, ouais, dégoûté et ouais, un peu énervé. Ouais. Il y a de quoi. Les propriétaires se retrouvent avec des voitures bonnes pour la casse. Sur les 5 véhicules contrôlés, Pascal Desclos les a tous retirés de la circulation. On ne s'attendait pas à ça, hein. Je ne m'attendais pas à un tel désastre. Le gendarme a de bonnes raisons d'être inquiet. L'expert qu'il a dans le collimateur a remis en circulation près de 2000 véhicules. Combien sont des épaves roulantes? À la gendarmerie d'Évry, cela fait plusieurs mois que Pascal Desclos et son équipe épluchent les rapports saisis au domicile de l'expert. L'homme a contrôlé 1874 voitures en 2 ans
C'est énorme, c'est même 3 fois plus que la moyenne effectuée par ses collègues. Et quand le gendarme ouvre les dossiers, il comprend pourquoi. Là, par exemple, on a un dossier. Vous voyez, ça, c'est le néant. Il n'y a rien. Il n'y a rien dedans. Voilà, il y a le certificat de vente, la déclaration d'achat, le premier rapport d'expertise. Le second rapport, il n'y en a pas. Il n'y a pas de facture, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de visite avant, il n'y a pas de visite pendant et il n'y a pas de visite après. Donc là, je peux l'affirmer, ce véhicule, pour moi, est potentiellement dangereux. Et sur les 1800 et quelques dossiers que vous avez là, est-ce que vous en avez trouvé un qui était complet? Aucun. Sur 1800 dossiers, c'est ça qui est déplorable, aucun. Potentiellement, j'ai 1800 véhicules qui sont reconnus dangereux. Pascal Desclos suspecte le professionnel d'être de mèche avec les garagistes. En clair, il toucherait les 200 € d'expertise, mais ne passerait pas contrôler systématiquement les réparations. Un petit arrangement qui lui permettrait de multiplier les dossiers. L'adjudant-chef en veut pour preuve un petit calcul tout simple. 1800 dossiers, cela équivaut à contrôler 15 véhicules par jour. Une cadence impossible à tenir, selon lui, si l'on tient compte des trajets pour aller de garage en garage. L'expert automobile sur lequel on enquête a une activité tellement importante aussi, c'est aussi pour voir les délais de route. Parce que par exemple, là, on va se rendre sur la commune d'Asnières, aller-retour, il y en a déjà pour 2h30, rien qu'en délai de route. Donc si on rajoute ça à les expertises, c'est des journées de 26-27 heures, c'est impossible, quoi. Les gendarmes se rendent chez l'un des plus gros clients de l'expert. Dans ce garage, il prétend avoir validé les réparations de dizaines de voitures. Mais à leur arrivée, les deux hommes vont avoir une belle surprise. L'expert, suspecté par l'adjudant-chef Desclos de mise en danger de la vie d'autrui et faux dossier, le voici. Il a accepté de nous recevoir afin de nous donner sa version des faits. L'expert, soupçonné par les gendarmes de remettre en circulation des épaves roulantes, a accepté de répondre à nos questions. Nous l'appellerons Michel. Au moment de notre tournage, cela fait 6 mois que les gendarmes ont saisi ces rapports d'expertise douteux. Je suis parti de la maison, kilométrage, 1, 2, 3, 4 garages. Et là, j'ai fait 131 km aujourd'hui. Vous êtes sous le coup d'une enquête de gendarme, mais par contre, vous continuez toujours à exercer. Oui, oui, oui. Voilà, donc par exemple, pour... Personne vous a demandé d'arrêter votre activité? Non, non. De toute façon, il n'y a aucune raison, puisque la présomption d'innocence, elle est valable pour tout le monde. Donc voilà, bon, c'est pas parce que je suis sous enquête que j'ai pas le droit de travailler. Michel est expert automobile depuis 35 ans et il nous assure faire correctement son travail. Pour nous prouver sa bonne foi, il tient à nous montrer que ces dossiers sont loin d'être complaisants avec les garagistes et qu'ils sont complets. Voilà, donc le dossier avec le véhicule en cours de réparation. Ça, c'est un véhicule qui est avant travaux. Donc là, on voit les véhicules. Ça, c'est un véhicule qui est terminé, celui-là. Voilà. Vous avez vu tous les véhicules au moins 3 fois sur tous les véhicules que vous avez remis en circulation? Ouais. Tous les véhicules 3 fois. C'est-à-dire une fois avant travaux. C'est-à-dire bon, un petit démontage partiel pour voir un petit peu l'étendue des dommages. Pendant travaux, s'il y a de la remise en état de carrosserie. Et la 3e visite, je fais un essai routier de 5 km à peu près. Selon la Confédération nationale des experts automobiles, un professionnel ne peut vérifier que 300 voitures par an. Michel, lui, en a expertisé 3 fois plus. Une performance d'autant plus exceptionnelle qu'une visite dure normalement entre 30 minutes et 1 heure. Moi, je considère qu'une visite correcte, c'est largement, un quart d'heure, c'est largement suffisant, hein, par visite. Ça, vous arrivez à contrôler la conformité des véhicules, leur sécurité, leur soudure, leurs pièces détachées, la facture, etc., en 1 quart d'heure sur place. Ouais.
Donc, vous avez remis 723 véhicules en circulation en 2016, plus de 1100 en 2017. Tous ces véhicules, selon vous, sont parfaitement sûrs pour rouler sur la route? Ah oui, oui. Ah oui, ça je le garantis, il n'y a pas de problème. Ces contrôles express lui auraient permis de réaliser un chiffre d'affaires d'au moins 400 000 € en 2 ans, contre 120 000 pour un expert dans la norme. Pour les gendarmes, c'est louche. C'est à quel numéro déjà? 14. D'autant plus qu'en se rendant chez son plus gros client, un garagiste chez qui il prétend avoir expertisé des dizaines de voitures, l'adjudant-chef Pascal Desclos va faire une étonnante découverte. C'est là à gauche, là. Bah, stationne-toi là. À l'adresse indiquée dans les rapports, aucun garage, mais un immeuble d'habitation. Ben voilà, cas de figure. Donc on appelle ça le garage fantôme, nous. Hein. Là, on est devant un garage automobile qui répare des véhicules. Voilà. Donc ça signifie que le garage fantôme, c'est-à-dire que la personne a mis comme adresse postale de son garage ici et on ne sait pas où sont réparés les véhicules. Ça signifie aussi que notre expert automobile se moque quand même pas mal du monde, je pense. Dans cette affaire, plus rien n'étonne Pascal Desclos. Après enquête, le garagiste fantôme n'est autre qu'un pizzaiolo reconverti. Il fait réparer ses voitures accidentées par des sous-traitants. Intrigué, le gendarme a convoqué le propriétaire de l'une des voitures réparées et vendues par le garagiste pizzaiolo. Bonjour monsieur, je me présente, je suis adjudant-chef Desclos, c'est moi qui gère l'enquête qui est en cours. Donc je vais vous expliquer brièvement ce qu'on fait et pourquoi on vous a convoqué. Ce jour-là, ce n'est pas la qualité des réparations qui l'intéresse, mais la provenance des pièces qui ont servi à la retaper. Voici dans quel état elle se trouvait avant les réparations. Il y en avait pour 34 000 € de dégâts, soit près de 2 fois plus que sa valeur neuve. Aucun garagiste honnête n'aurait osé la réparer. Ce qu'on va faire, on va analyser, voir le véhicule. J'ai un collègue, là, un technicien qui analyse votre voiture et qui va me dire s'il y a des pièces volées sur votre véhicule. On va vérifier le numéro de série. Grâce à ce numéro, les gendarmes vont vite savoir si des éléments proviennent de voitures volées. Je peux noter? Juliette Roméo, 53 06 26. Là, c'est le numéro de boîte de vitesse. C'est la seule technique que nous sommes autorisés à dévoiler. Après 20 minutes de recherche, les gendarmes n'ont jamais vu ça. 4 véhicules volés? 4 véhicules en plus de celui-ci, c'est-à-dire qu'on a un véhicule constitué de 5 voitures. C'est le record. On avait fait 4, mais pas 5. Le garagiste a donc utilisé des pièces volées pour la réparer à moindre frais. Pour l'adjudant-chef Desclos, cela prouve une fois de plus que Michel, l'expert, n'a jamais vu cette voiture. L'expert, il a des obligations. Et là, il n'a pas respecté ses obligations. En l'occurrence, vérifier la traçabilité des pièces. Il aurait juste eu des factures des pièces, demander les factures, on n'aurait pas ce genre de cas. Les enquêteurs n'en ont pas fini avec Michel. Mais pour l'instant, impossible de savoir s'il est négligent ou complice. Ces magouilles sont extrêmement courantes dans le milieu du trafic d'épaves. Après des mois de discussion, un spécialiste de ce type d'escroquerie a accepté de nous parler. Franck nous raconte avoir volé des centaines de voitures pour réparer des épaves. Et pour leur refaire une virginité, il affirme corrompre sans problème quelques experts. Les experts, il suffit juste de glisser un petit billet en plus. Hein. On leur donne 300 € et on n'a pas besoin de présenter de facture de pièces détachées du véhicule. Mais 300 €, c'est le prix d'une expertise. C'est ça, en plus de l'expertise. Donc ça veut dire que là, l'expert sait que la voiture est un véhicule maquillé avec des pièces volées. Automatiquement.
Et vous en connaissez beaucoup des experts comme ça qui acceptent de faire ça? J'en connais au moins 5 sur le marché. Après, malheureusement, il y en a qui sont fait arrêter. Franck nous assure vouloir arrêter ce trafic dans les mois à venir, parce qu'il sait que tôt ou tard, il finira par se faire arrêter. En France, 100 000 voitures disparaissent chaque année. Combien servent à réparer des épaves? Impossible à savoir. Dans l'Oise, le vol de voitures est devenu un fléau. Le département détient même le record de France avec 3300 véhicules par an. Ici, la lutte contre le vol est devenue la priorité des forces de l'ordre devant le trafic de drogue. À la gendarmerie de Chantilly, ce soir-là, les militaires ciblent un quartier où les voleurs font des ravages. Plusieurs équipes vont se poster à des endroits stratégiques dans l'espoir de faire un flagrant délit. Stéphane boucle la sortie du quartier. Et à peine installé, 55, XRL, Bravo, 72. Bah là, on vient de recevoir un appel général sur la radio où tout le département est à l'écoute. Ils viennent de signaler que dans la soirée, un véhicule a été volé sur la commune de Saint-Leu-d'Estran, donc qui est très proche d'ici, avec le descriptif et la plaque du véhicule. Ouais, Seb. Nous, il y a une deuxième info, là. Chantilly, ils viennent de retomber sur le Scénic. Le Scénic gris, mis en fuite, a priori. Alors, c'est tout haché à la radio, on ne comprend rien. Dernière info qu'on a éventuellement eue, c'est que ça descendrait vers Saint-Leu-d'Estran. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on quitte notre poste? Oh, ça arrive fort, ça arrive fort. Putain, c'est le Scénic. Il est juste devant nous. Juste devant nous, on y va. dès que les voleurs aperçoivent la voiture du gendarme dans leur rétro, ils abandonnent le véhicule et prennent la fuite en courant. Avant même que les gendarmes aient le temps de réagir, ils disparaissent dans la nuit. Il y avait 2 personnes à bord. Quand on s'est rapproché du véhicule, ils sont descendus, ils sont partis en courant dans les piquets. Les voleurs ont fait preuve de sang-froid. Avant de déguerpir, ils ont pris leurs précautions. Ils ont mis de l'extincteur dedans pour cacher les empreintes. Les gendarmes craignent que la poudre utilisée soit corrosive et efface les empreintes comme les traces ADN. La technique est habituelle et largement utilisée par les voleurs. Le véhicule est intact, déjà c'est une bonne chose. Il va y avoir des investigations qui vont pouvoir être un peu plus approfondies. Donc c'est, on va dire, une demi-victoire et le propriétaire va récupérer son véhicule. Les gendarmes ont interdiction de fouiller dans le Scénic. La voiture est isolée comme une scène de crime. Depuis quelques années, les vols de voitures ne sont plus pris à la légère. Bon bah moi je mets ça à l'abri comme d'habitude. Ok, bonne soirée. Bonne soirée messieurs, au revoir. Au revoir. Demain, le véhicule sera passé au peigne fin par les experts de la gendarmerie. La scientifique, comme ils l'appellent, recherche la moindre trace ADN. La poudre répandue par les voleurs est en fait du détergent. Pas sûr que cela suffise à effacer les empreintes. Franchement, non, ils ont forcé ça comme des brutes. Ils ont pris un appui ici. Pour protéger sa voiture, les gendarmes conseillent bien sûr de mettre une alarme, mais couplée à une bonne vieille technique, la canne anti-vol. Moi j'aime bien les anciennes méthodes, mettre une canne sur son véhicule et puis les gens passeront beaucoup plus de temps, donc ils préfèrent viser une autre voiture. Une canne en métal sur le, le volant. Ouais, qui bloque le volant. Ça demande obligatoirement, il faudra l'acier. Il va falloir l'acier, il va falloir prendre du temps pour le faire. Donc en prenant plus de temps, bien évidemment, les crapules s'exposent beaucoup plus à être chopés en train d'essayer de couper la canne. Ça les dissuade. Parce qu'une fois dans l'habitacle,
les voleurs n'ont plus besoin de tournevis ou encore de couper les fils pour démarrer. Le propriétaire du Scénic va vite le comprendre. Je suppose que votre carte ne marche plus. On va l'essayer. Non, ça marque carte non détectée. Carte non détectée, ouais, c'est normal. Un coup classique. Les voleurs ont piraté l'ordinateur de bord. L'informatique n'est plus une barrière. Désormais, ils savent démarrer n'importe quel véhicule en se branchant sur la prise diagnostic. Pour cela, il leur faut une clé reprogrammable, quelques appareils électroniques, un logiciel acheté sur Internet et une bonne dose de savoir-faire. C'est ce que nous explique Franck, le voleur de voitures. J'ai un boîtier qui me permet d'ouvrir la centralisation de tous les véhicules. Il suffit juste que je m'approche devant le véhicule et la voiture, j'appuie sur le bouton et la voiture s'ouvre automatiquement. Pour démarrer ma voiture, j'ai un boîtier qui ressemble à peu près à ça. Je le branche sur le véhicule, je clique dessus, ça me met le code clé au bout de 10 secondes. En 1 minute, je peux vous la démarrer. Et quand il vole une voiture dernier modèle, Franck affirme rouler en toute sérénité. Mais pour cela, il a besoin de plusieurs complices. Par exemple, je sais que aujourd'hui je vais voler un Clio 4, je vais aller voir mon ami qui a une boîte de location, il va me faire un contrat, il a plusieurs véhicules, lui il a tous les modèles à peu près dans sa grande enseigne. Ça veut dire qu'il a les cartes grises de tous les véhicules, il va me sortir une carte grise de Clio 4. Et puis si je me fais contrôler, je leur donne des papiers de location, ils n'iront jamais ouvrir le capot pour voir si c'est un véhicule volé. Et vous leur donnez combien pour ça? 200 € par contrat. Franck ne s'est jamais fait arrêter, mais il risque 3 ans de prison. Les voitures récentes ne sont pas les seules cibles des voleurs. D'ailleurs, dans le cas du vol du Scénic, le propriétaire se demande bien pourquoi ils se sont intéressés à sa vieille voiture. Pour la victime. Moi, avec ces voitures, c'est vrai qu'avec une voiture comme ça, on se dit, bon, elle est assez vieille, elle est 2005, elle a 13 ans. Vous pensez pas... Non, je pense pas. Bon, ça les intéresse pas, ils préfèrent peut-être des voitures plus récentes. Bah, la preuve que non. En fait, l'âge n'a plus d'importance. Sa voiture allait probablement servir de stock de pièces détachées pour en remonter une autre. Ah, sur mon perso, attends. Et une fois désossé, son Scénic aurait sûrement fini dans un cimetière de voitures connu de tous les voleurs du département de l'Oise. Et l'Oise n'est pas une longue rivière tranquille. La nuit, il y a souvent de l'agitation le long de ses berges. Une activité telle qu'elle pousse les gendarmes à partir à la pêche à la voiture sous-marine. Là, t'es bien. Par rapport à la berge, t'es bien. Tu peux me te rapprocher un petit peu? Les gendarmes utilisent un sonar pour repérer les carcasses que les voleurs jettent au fond de l'eau. On voit une belle. Là. Donc là, on voit bien un véhicule sur notre écran. Et il y en a tellement le long des berges que les péniches en heurtent régulièrement. Une fois par an, la compagnie fluviale de la gendarmerie est contrainte de faire le ménage. Là, il y en a une là, 2, 3. 4e là. Repérer les épaves, plonger pour les accrocher, puis les remonter une à une. Une quinzaine de personnes sont mobilisées pendant une semaine. J'essaye un peu par là. Attention parce que là ça va tirer, faites attention avec le câble. Rien que l'année passée, le colonel François Brément et ses hommes en ont sorti près de 200. Et depuis quelque temps, il voit les réseaux de voleurs se spécialiser dans les pièces détachées. Voilà, on voit typiquement que c'est un véhicule qui a été volé pour les pièces. Donc il manque les portières, avant, arrière. Et même plus les sièges, hein, ils ont tout piqué. Ah non, mais il n'y a plus rien. D'accord. Ils ont piqué le tableau de bord. Il reste une petite partie du faisceau électrique. Ils ont piqué le tableau de bord. Ah, c'est pas mal, là, c'est du bon travail. La plupart du temps, les délinquants ne s'embarrassent pas. Ils prélèvent uniquement les pièces que les garagistes véreux leur ont commandées. Elle est entièrement vide, plus de siège avant, plus de siège arrière. En revanche, le moteur,
les a pas intéressés. C'est-à-dire, en gros, ils ne volent pas le moteur s'il n'y a pas de commande. Quel intérêt de stocker un moteur si derrière c'est pour ne pas l'écouler, ça prend de la place, c'est facilement identifiable, parce qu'il y a des numéros de série un peu partout. Donc aucun intérêt s'il n'y a pas de commande sur le moteur. Tous les ans, plusieurs milliers de voitures seraient réparées et revendues avec des pièces volées. Reste une question. Comment les mécanos se procurent-ils les voitures accidentées? Eh bien, il leur suffit d'aller se servir dans un énorme stock mis à leur disposition. Les casses engloutissent tous les ans un peu plus d'1 million de voitures. Et vous allez voir qu'elles font le bonheur des margoulins de la clé à molette. Ne cherchez pas un casseur couvert de cambouis et salopettes en jean. Les casses sont devenues de vraies industries. René Sellier en gère une depuis 25 ans à Saint-Quentin, dans l'Aisne. Il a accepté de nous dévoiler les coulisses d'un marché pas toujours très propre. Il y a 2 voitures à vendre. De 2008. Peut-être la Clio là-haut. Duster, berlingot choc arrière. Déjà, il n'y a plus de porte. Chaque jour, René reçoit une trentaine de voitures accidentées. La plupart de ces épaves proviennent des compagnies d'assurance. Ce sont tous des véhicules qui ont subi un accident, une avarie, une immersion et qui nous sont vendus par les compagnies d'assurance. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous ne maîtrisons ni quantitativement ni qualitativement les produits qui arrivent. Ça veut dire que vous ne pouvez pas refuser une voiture à une assurance? Une fois que vous avez ce qu'on appelle une convention, c'est-à-dire un contrat avec une compagnie d'assurance, vous prenez tout ce qui est accidenté, incendié et immergé dans la dite compagnie d'assurance. Ces contrats garantissent à René un approvisionnement constant en voitures. Mais en échange, ce sont les assureurs qui fixent le prix de vente. Et c'est bien là le problème, selon René. Les modèles récents, même à l'état d'épave, lui seraient vendus trop cher. Une fois l'acier et les différentes pièces de carrosserie et de mécanique revendues, René nous dit perdre encore de l'argent. Pour s'y retrouver, le casseur a une autre solution, parfaitement légale. Il peut revendre la voiture accidentée, en l'état, à un professionnel de l'automobile. Et c'est justement ce commerce de l'épave qui génère tant de dérives. Démonstration, avec cette Mini Cooper, dépouillée par des voleurs, l'assureur lui a vendu 7 000 €. Alors là, nous avons un cas intéressant d'une superbe Mini. Comme vous le voyez, il est dépouillé de son tableau de bord, de son intérieur et de tous ses éléments avant. Nous savons tous que les gens qui vont l'acheter ont peu de chances de reprendre toutes les pièces en neuve, puisque sinon l'affaire ne serait pas intéressante. Donc, qu'est-ce qui risque de se passer? Qu'un véhicule du même type soit à son tour volé, que l'on récupère les pièces pour rhabiller celui-ci, ce qui fait qu'un autre assureur et un autre recycleur va rentrer un véhicule du même type à son tour dépouillé, et voilà comment on crée le mouvement perpétuel. Une fois réparée, la valeur de cette Mini atteindra environ 27 000 €. En utilisant des pièces volées, le garagiste indélicat s'assure une coquette marge, estimée aux environs de 15 000 €. René a une solution pour stopper le trafic. Toute voiture qui entre dans une casse ne devrait plus en ressortir. Il nourrit le marché parallèle alors qu'il suffirait une fois pour toutes de dire un tel véhicule ne doit pas être revendu ni reprendre la route. Seulement, les compagnies d'assurance ne semblent pas encore prêtes à passer le pas, car elles seraient obligées de vendre leurs voitures accidentées à bas prix aux casseurs. C'est ce que nous confirme un assureur à la retraite depuis peu. Il était cadre dans une grande compagnie. C'est lui qui était chargé de vendre les épaves aux casseurs. Il a accepté de nous parler hors caméra. Nous le filmons discrètement. Vous avez l'assureur qui veut faire du profit sur la vente de ces épaves. Là, ça devient scandaleux. Parce que les conditions financières ne sont pas jouables. Ça oblige forcément le démolisseur à trouver des habillés pour voir ça marche. Donc ça incite à la revente de négoces de voitures accidentées. Oui. Oui, ils voulaient faire réparer par exemple du conflit. Ils se mettent en cheville avec un carrossier, mais ils se mettent en cheville avec un expert. C'est simple.
Donc ça veut dire quand même qu'il y a une responsabilité indirecte des assureurs avec tout ce trafic-là de voitures accidentées. La réponse est oui. La réponse est oui. Comme quand vous vendez, vous savez pertinemment que c'est pas le prix marché, quand vous vendez une voiture à un démolisseur alors que c'est pas le prix marché, et que vous connaissez très bien le prix qu'il faut le vendre pour qu'il puisse récupérer une marge, et ne pas tomber dans la tricherie, et effectivement, oui, il y a de la complicité. Nous avons tenté d'interpeller les grandes compagnies d'assurance. Toutes ont refusé de nous répondre. Seule la Fédération française des assurances a accepté de nous recevoir. Pour Stéphane Pénet, les assureurs n'ont absolument rien à se reprocher. On n'est pas là pour faire la police sur ce qui se passe entre des épavistes, des experts, des réparateurs. Est-ce que vous n'avez pas une part de responsabilité, vous les assurances? Est-ce que vous ne vendez pas les véhicules trop chers aux épavistes? Est-ce que ces véhicules-là, ils ne devraient pas partir à la caisse ou à la casse et ne pas pouvoir être revendus? Sur la question, encore une fois, des accords qu'il peut y avoir et des conventions qui, je le répète, font en général l'objet d'appels d'offres réguliers des assureurs auprès des épavistes pour pouvoir récupérer ces véhicules, moi je n'ai absolument rien à dire. Moi je pense que dans ces cas-là, si vous voulez en savoir plus sur ce que sont ces conventions et ce que sont ces accords, allez voir les assureurs. Mais il n'est pas aujourd'hui de mon... Elles ont toutes refusé, c'est pour ça que je suis venu vous voir. Il n'est pas aujourd'hui de mon ressort, en tant que directeur d'une fédération d'assurance, de rentrer dans ce domaine. Certaines compagnies d'assurance réfléchiraient quand même à interdire le commerce des épaves pour ne laisser aux casseurs qu'un seul droit, celui de revendre les pièces. Seulement, cette mesure ne mettrait pas complètement fin au trafic. Des garagistes ont trouvé une parade tout à fait légale pour contourner la réglementation mise en place par l'État. Ils remettent en circulation des véhicules accidentés qui échappent à tout contrôle. À 28 ans, Kevin, diplômé en mécanique automobile, a monté sa petite entreprise dans le nord de la France. Allô? Oui, bonjour, je voulais savoir un petit renseignement, s'il vous plaît. Oui. Je voulais savoir si vous ramassez toujours les épaves, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Ça fait 100 € TTC. Mais vous repérez alors. Ok, ça marche. Bon courage, à plus tard. Bonne journée, au revoir. Aïe, allez, hop. Kevin est à la fois épaviste, revendeur de pièces détachées et aussi réparateur de voitures accidentées à ses heures perdues. Depuis qu'il a commencé dans le métier, il y a une personne qu'il redoute particulièrement, l'expert. Bien évidemment, quand l'expert y passe, c'est vrai que c'est bien aussi, parce qu'il contrôle, il regarde. Après, tout dépend de l'expert qui passe. Voilà. C'est-à-dire? Si c'est un expert qui ferme les yeux, ou si, voilà. C'est vrai que parmi les experts, des fois, voilà. Vous préférez un expert qui ferme les yeux ou qui soit pointilleux parce que... Bah, ouais, comme tous, je préfère les experts qui ferment les yeux. Après, ouais, Après, des fois, on est obligé de prendre l'expert parce que c'est vrai que ça devient difficile de tomber sur les experts qui ferment les yeux avec tout ce qui s'est passé. Mais depuis quelque temps, Kevin a trouvé un moyen de se passer de ce contrôle qui lui donne des sueurs froides, en récupérant les rares épaves qui échappent aux casses automobiles. Explication, avec cette voiture gravement accidentée. C'est un de mes clients qui a fait un accident, qui m'a fait venir le récupérer et qui m'a proposé le véhicule. L'ancien propriétaire a déjà eu plusieurs accidents. Et pour éviter un nouveau malus, il n'a pas déclaré le sinistre à son assurance. Officiellement, cette voiture est donc en parfait état. Kevin n'a donc pas besoin de faire appel à un expert pour suivre les réparations. Pour le réparer, on a racheté un autre véhicule à l'identique chez un casseur qui était brûlé de devant pour pouvoir mettre tout ce qui est airbag, siège, voilà. Parce que si c'était pour acheter les pièces neuves, ça coûterait le prix de la voiture. Mais quand vous allez la vendre, cette voiture, vous allez le dire à vos clients que c'était une épave réparée?
Non, pas vraiment, non. Bah, nous, en général, si le client il nous le demande pas, on le dit pas. Après, s'il nous le demande, on est obligé de le dire. Voilà. Alors, Kevin fait sûrement du bon travail, mais personne ne pourra le vérifier. Et avec ces voitures qui échappent au radar, les garagistes malhonnêtes, eux, peuvent encore légalement remettre des épaves sur nos routes en toute sérénité. Il reste quand même un dernier garde-fou, le contrôle technique. Il est obligatoire pour toutes les voitures âgées de plus de 4 ans. Eh bien, là aussi, vous allez voir qu'il peut être fragile et parfois contournable. Quand un garagiste vante une voiture épave, il est obligé de la passer au contrôle technique. Seulement, vous allez voir que là encore, cet examen censé déceler les voitures dangereuses comporte une faille et de taille. Nous avons fait l'expérience avec notre vieille voiture. Elle a été recalée à sa dernière visite à cause d'une crémaillère de direction à bout de souffle. C'est grave, à n'importe quel moment, cette voiture peut devenir incontrôlable. Mais dans le métier, il se dit que certains professionnels fermeraient les yeux, moyennant finance. Équipés d'une caméra cachée, nous nous rendons dans un centre de contrôle connu pour être arrangeant. Bonjour monsieur. C'est un peu particulier, j'ai une voiture qui ne passe pas du tout au contrôle technique parce que j'ai des rotules de direction et de crémaillère qui sont foireux. Donc en fait l'idée c'est, si vous voulez, je vous file 100 €, si vous pouvez me la faire passer. En fait c'est des potes qui m'ont dit, écoute, va voir du côté de tout ça, si vous pouvez me la faire passer. Laisse-moi les clés. Et vous prenez combien, s'il faut que je prévoie? Normalement, je prends 150 pour faire ça. Ok. Laisse-la moi une petite demi-heure et je te prépare ça. Ok, super. Merci. Merci. C'est illégal, mais le responsable accepte de valider une voiture dangereuse pour 150 €. C'est 2 fois plus cher que le tarif d'une visite. Après avoir jeté un œil sur la pièce endommagée, il nous délivre un contrôle technique en règle. Génial, parfait. Et du coup, là, par contre, là, je suis sûr que si je me fais contrôler, il n'y a pas de souci avec le contrôle technique. Ok. Il y a quand même un petit souci. Nous risquons 2 ans de prison pour usage de faux et le professionnel 3 ans. A-t-il une soudaine prise de conscience? Il nous invite quand même à faire les réparations. Nous, on a contrôlé le jeu pour prendre rendez-vous. Ok. Je vous fais confiance sur ça. Avec ce contrôle technique, nous pourrions rouler pendant 2 ans au volant d'une voiture qui pourrait nous emmener tout droit au cimetière. Vous êtes trop fort. Merci. C'est vraiment 5 ans que je connais, donc on y fait confiance. D'accord, d'accord. Ok. Merci, au revoir. Nous avons bien sûr changé la pièce mécanique usée. Combien de contrôleurs techniques indélicats rendent ce genre de petits services contre un peu de cash? Impossible de savoir. Il existe donc de nombreuses failles dans la filière automobile et les professionnels sont souvent le maillon faible. L'enquête sur Michel, l'expert, qui aurait remis en circulation un peu plus de 1800 voitures dangereuses, touche à sa fin. De toute façon, votre radiateur, il va bientôt tomber. L'adjudant-chef, Pascal Desclos, s'apprête à l'interpeller. Bon, bonjour à tous. Donc le but de la perquisition, Karine, toi, c'est de prendre les dossiers. Tu répertories avec Fabien, vous me comptez bien tout ça. J'espère qu'on va trouver des choses qui peuvent nous intéresser. S'il y a de l'argent, tout ce qui est argent, on prend. L'expert se savait sous le coup d'une enquête. Mais Pascal Desclos le soupçonne d'avoir continué d'émettre de faux rapports d'expertise pour le compte de garagistes malhonnêtes.
Bonjour monsieur, Jean-Chef des Clos, la gendarmerie d'Evry. Oui. On vient vous placer en garde à vue et faire une perquisition chez vous. Voilà. Si vous pouvez laisser rentrer, s'il vous plaît. Mon collègue va vous notifier votre garde à vue. Vous êtes passé en garde à vue à partir de 6h40 du matin. Lors de la première perquisition, il y a 10 mois, les gendarmes avaient trouvé 50 000 € en liquide cachés dans une boîte. Peut-être en cache-t-il bien plus. Si c'est le cas, Impact, le chien policier le trouvera. Contrairement à l'adage, l'argent a bien une odeur. Allez, va, cherche. Vous avez de l'argent de caché là, monsieur, pas? Non, mais non, parce que le chien a marqué. Est-ce que vous avez un coffre ici dans la maison? Soyez pas agressif, ça sert à rien. 500 € en liquide, ce n'est pas le magot escompté. Mais les gendarmes ont fait une belle trouvaille. 900 nouveaux dossiers d'expertise, autant dire que Michel n'a pas chômé depuis la première perquisition. 900 rapports, c'est 3 fois plus qu'un expert qui fait correctement son travail. Et le plus inquiétant, c'est que les 3/4 de ces voitures circulent déjà sur les routes. Et apparemment, il y aurait 650 véhicules remis en circulation depuis le début de l'année. Et là, je suis vraiment interpellé. Je veux dire, c'est 650 véhicules, donc 650 personnes qui roulent avec des véhicules potentiellement dangereux, en sachant que l'activité est énorme. C'est une activité énorme. Je veux dire, il fait partie encore. Il n'a pas cessé du tout sa façon de travailler. Et c'est ça qui m'interpelle, quoi. Pascal Desclos sait de quoi il parle. Car en 4 ans, il a déjà fait tomber 6 experts. Comment vous vous sentez là, ce matin? Un peu tendu. C'est ça le terme. Après, il a tué personne pour l'instant. Ça peut arriver. Mais pour l'instant, vous avez le bonheur qu'il n'y ait pas encore de mort. Michel risque jusqu'à 5 ans de prison et 400 000 € d'amende. Vous imaginez un jour rentrer en garde à vue à cause de votre profession? Non. Depuis 35 ans que je fais ça, je ne sais pas en arriver là. Maintenant, il va devoir expliquer aux gendarmes comment il pouvait contrôler les réparations de 15 voitures par jour, sans compter les trajets pour aller de garage en garage. Les véhicules, vous ne les avez pas eus, c'est parce que vous ne voyez pas systématiquement les véhicules avant et pendant. Voilà, c'est juste ça. Mais monsieur, là, je vous mets face à vos réalités. On a été chez un de vos garages que vous travaillez, dans je ne sais plus dans quel département. On a mis 3 heures aller-retour pour une voiture. Vous y allez en hélicoptère? Vous pensez aux victimes? Une question, vous pensez aux victimes? Les personnes là qui ont les bagnoles, vous y pensez? Voilà, avant de faire le malheureux, pensez aux gens là. L'expert se défend. Il reconnaît que ces dossiers ne sont pas à jour, mais il assure avoir vu chaque voiture et qu'elles étaient en parfait état. Victime, pour l'instant, il n'y en a pas de victime. J'appellerais ça un lésé, mais bon, les gens qui achètent des voitures, ils achètent des voitures accidentées en connaissance de cause. Le réparateur est tenu de leur dire, et généralement, c'est pas des voitures beaucoup abîmées. Hein. Donc, faut voir. Hein. Donc elles ne sont pas dangereuses? Bah, bon, à mon avis, je pense que si j'avais fait que des épaves à longueur d'année, il y aurait beaucoup plus de retours. Hein. Et on y mettait un certain temps. Dans la pièce d'à côté, une autre équipe épluche les 900 dossiers saisis. Et visiblement, Michel aurait continué d'empocher 200 € par expertise sans jamais suivre les réparations jusqu'au bout. À la vue des dossiers, effectivement, il continue à agir de la même manière qu'au départ de l'enquête. Au milieu des dossiers, il reste encore de nombreux chèques, 34 000 € au total, tous sont saisis. Bertrand Dailly, le procureur de la République d'Evry, est le premier à avoir mis au jour le scandale des voitures épaves.
Sa priorité, assainir la profession des experts. Ce qu'il faut surtout que j'obtienne, et ça c'est le rôle du procureur après l'audience, c'est qu'il soit dans l'incapacité de continuer à faire ce travail. Après 12 heures de garde à vue, Michel n'a pas lâché grand-chose aux gendarmes. Il va passer la nuit en cellule. Il ne reste à Pascal Desclos que 24 heures pour obtenir des aveux. Le gendarme abat ses cartes. Les épaves roulantes, les pièces volées utilisées par des réparateurs escrocs, le garage fantôme, les preuves sont accablantes. Le soir venu, Michel passe à table. Monsieur, on m'a menti pendant 2 jours. Et là, vous continuez à mentir. Voyez-vous les véhicules avant, systématiquement, avant, pendant et après? Vous avez augmenté l'activité. Vous ne l'avez pas réduite, vous l'avez augmentée. Donc si avant, c'était pas réalisable, comment vous, maintenant, vous nous dites, oui, je les vois les véhicules avant, pendant, après. Arrêtez de me baratiner. Est-ce que vous voyez les véhicules? Hein? Non? Voilà. En attendant son procès, Michel ressort libre. Vas-y, avancez. Comme il n'a jamais eu affaire à la justice, il a peu de risques de se retrouver derrière les barreaux. En revanche, s'il est condamné, il n'échappera pas à une forte amende. À 58 ans, il peut tout perdre. Ses comptes en banque et sa maison ont déjà été saisis. Au revoir. Allez, bon courage à vous, hein. Puis faites attention à vous et n'oubliez pas que pensez aux victimes. Ouais. Michel nous dit être lui aussi une victime. Il se serait fait flouer par les garagistes. Je suis vraiment stupéfait quand même. De voir des gens avec qui je travaillais, bon, qui s'avèrent être des délinquants, hein. C'est le mot qu'on peut employer. Hein. Des escrocs, quoi. Des escrocs, voilà. Qui ont abusé de moi, puis voilà, franchement, je suis écœuré. J'espère qu'on va s'en relever financièrement, c'est pas garanti. Mais je sais pas si je vais continuer à faire ce métier, parce que c'est vraiment écœurant, en fin de compte, tout ça. En cas de condamnation, Michel sera interdit d'exercer. Mais il n'est pas le seul à être inquiété. 6 garagistes sont poursuivis pour escroquerie. À l'heure où nous achevons cette enquête, seules 11 voitures ont été retirées de la circulation. Le ministère de l'Intérieur n'a toujours pas rappelé les 2500 voitures restantes, potentiellement dangereuses.